Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de crowdfunding avec Nicolas Serres, que je suis ravi d'accueillir, enfin c'est même plutôt Nicolas qui m'accueille dans ses locaux. Nicolas, c'est le patron de WeSeed, donc qui est une société de crowdfunding, et il va nous parler de tout ça. Je vais le laisser se présenter et nous présenter aussi évidemment WeSeed, et puis après on parlera avec passion de ce qu'est le crowdfunding. Super, bonjour Julien, enchanté d'être avec toi, d'être avec vous du coup aujourd'hui sur cet exercice-là. Écoutez, Nicolas Serres, ça fait 13 ans que j'ai cofondé WeSeed. Avant WeSeed, j'ai un parcours moins industriel. Avant ce parcours industriel, j'ai une formation scientifique qui m'amène à travailler auprès de grands industriels comme Thomson, Alstom, Thales, General Electric, plutôt dans les domaines scientifiques, tech, structure de R&D au démarrage. Puis après, j'ai travaillé sur tout le cycle de vie de produits. J'ai fait de la déloc, je suis allé bosser au Maghreb, en Asie. J'ai fait du re-engineering sur des composants de haute techno en fait. Et en parallèle de ça, j'ai toujours été intéressé par au-delà de la techno, par l'entreprise, la création d'entreprise. Et donc j'ai participé à pas mal d'aventures, mais que je ne gérais pas directement, mais pour lesquelles j'étais plutôt en appui. Et puis à l'écoute, forcément, pour apprendre. J'ai quitté mon dernier employeur General Electric au bout de 10 ans d'activité pour monter une boîte de sport-aventure dans la région PACA, dans la région dans laquelle je résidais à ce moment-là, et du sport-aventure parce que c'était juste un domaine passionnel pour moi. Et société que j'ai revendue à une boîte espagnole assez peu de temps après, au moment où j'ai rencontré la femme avec qui j'ai partagé ma vie pendant plus de 20 ans. Et quand j'ai revendu cette entreprise-là, j'ai découvert ce qu'était un incubateur académique, les 10 Allègre au démarrage, et j'ai découvert celui de Toulouse, vraiment par hasard, et j'ai découvert son dirigeant à ce moment-là, et je me suis dit ok, ça c'est un outil qui va me permettre de parfaire mon savoir-faire et ma connaissance du milieu entrepreneurial. Il va me permettre accessoirement et possiblement aussi de faire mon marché, de peut-être croiser des personnes qui développent des dispositifs, des services, des produits avec qui ça va fitter, et du coup je vais pouvoir avoir ma rampe de lancement. Et donc c'était assez excitant comme aventure. J'étais un extraterrestre là-dedans parce que je venais du milieu industriel en ayant déjà monté une boîte là où les gens qui travaillent dans ces dispositifs-là sont plutôt généralement des gens qui étaient dans la recherche publique et qu'on a recasé là, mais donc qui n'ont pas forcément d'expérience entrepreneuriale. Donc moi je fais 4 ans là-dedans, j'ai suivi une 50aine de dossiers. Moi j'ai découvert tout le cycle de vie de l'entrepreneuriat, anté-création, post-création, levée de fonds, toutes les problématiques qui sont liées au développement des boîtes tech, sans jamais être partie prenante. Moi j'étais toujours derrière le bureau avec ceinture bretelle, j'étais juste salarié moi, donc c'est assez... globalement c'est ma meilleure école de l'entrepreneuriat, je l'ai fait dans ce dispositif-là. C'est dans ce dispositif-là que j'ai rencontré celui avec qui j'ai monté WeSeed à la fin de ce cycle-là. Pour une raison qui est assez simple, il y avait plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on accompagnait des boîtes tech et on voyait bien que les boîtes tech, pour qu'elles trouvent du cash pour leur développement, post-création, c'est hyper compliqué. Il y en a très peu qui le font parce qu'il y a très peu de fonds qui rentrent sur vraiment de l'early stage. Donc pour eux, c'est compliqué. Et puis, Early stage, juste pour préciser ce que c'est. Alors c'est les premières phases effectivement de financement. C'est globalement, tu commences à avoir une offre, produit et service. Tu peux avoir quelques clients, mais c'est pas forcément le cas. Mais globalement, tu as un concept et tu vends un concept qui est plus ou moins avancé. Et donc dans ces phases-là, c'est la prise de risque qui est énorme pour un investisseur. Il y en a peu qui s'y frottent. On a l'univers des business angels au niveau national, mais qui reste
assez faible en apport. C'est souvent de la love money, ce qu'on appelle la love money aussi, un peu Voilà, de l'entourage qui va prêter de l'argent pour se lancer dans un projet. Mais il y en a assez peu aussi, tout ça reste assez faible, les fonds, il y en a pas beaucoup. Pourtant, il y a des sujets qui méritent effectivement bien sûr l'attention, mais il faut être en capacité de prendre des risques, donc on est face effectivement à ces questionnements-là, voir des boîtes qui sortent de nos dispositifs, qui ont un peu de cash, mais en fait, ils consomment tellement de temps à rechercher une louche de cash additionnel pour financer une force commerciale. Enfin, généralement, c'est une force commerciale pour commencer à vendre ou vendre. Ça, c'était un premier postulat. Le deuxième postulat, c'est que et ces boîtes-là étaient bien sûr sollicitées par des investisseurs extérieurs. Un incubateur, elle a un site web financé par les régions, par le ministère, pour les incubateurs dits publics. Et du coup, ça crée un flux. On commençait à créer un flux de personnes physiques, en fait, qui avaient un peu de liquidité, qui étaient intéressées par la techno et qui trouvaient pas sur le marché classique de quoi faire des placements, avec des moteurs de motivation qui étaient très différents, et nous on savait pas faire, on savait pas traiter ça. Le troisième paramètre, c'est qu'à ce moment-là, en fait, l'industrie d'internet qui commence à être efficace, à être équipée. On commence à voir les premières expérimentations de financement par la foule. Sans que son nom l'indique, mais on parle vraiment des premières boîtes qui finançaient des artistes, une expérience qui a lieu en Angleterre, un gars qui avait monté un site web qui a mobilisé des fonds pour acheter un club de 3e division anglais. Il y avait quelques expériences comme ça au niveau international qui se faisaient, et nous on a pris part à ces expériences-là. On se disait, là, il y a un truc. En tant qu'investisseur, du coup. En tant qu'investisseur, ouais, pour voir comment ça se passait. On a commencé à regarder un peu ça. Et c'est de là, c'est quelques semaines après on s'est dit, OK, on va partir sur ce schéma-là, sur la mobilisation de petits apports financiers pour financer un actif. Au début, on réfléchit dans un univers pas forcément le nôtre, dans l'univers du vin, tu vois, complètement... Parce que la personne avec qui j'ai monté Thierry, avec qui j'ai monté Wicid, lui, le vin l'intéressait. Et donc on se dit, OK, on va acheter un domaine viticole, on va l'acheter avec plein de gens. Ces gens-là, ça nous permettra de distribuer le vin qu'on va en sortir, on va pouvoir personnaliser les bouteilles, etc. Et puis raconter une histoire. Et donc au niveau market-com, ça marchait pas mal. Mais voilà, quelques semaines après cette première étude-là, moi-même j'ai dit à Thierry, je dis, bon, OK, super, mais bon, moi, le vin... Je connais pas grand-chose. Par contre, il y a un truc qu'on connaît par cœur, sur lequel le besoin est identifié. On a les réseaux, on a toutes ces choses-là. Donc, ça peut être opportun de travailler dans ce sens-là. Et donc, c'est comme ça que l'histoire est née, en fait. Ça, c'était en quelle année ? Là, on est en 2007. Okay. On est en 2007, on crée en 2008. On a on fait des opérations en sous-marin, sur du papier, uniquement sur du papier, avec des réseaux d'investisseurs qu'on a glanés à droite à gauche. On commence à avoir un premier site web en 2009. Donc il commence à y avoir une petite exposition. Là, à ce moment-là, il y a quasiment personne sur le marché. Enfin, il y a bien au sens equity, parce que l'enjeu au démarrage, nous, le positionnement, c'est on va financer de l'equity sur des sociétés qui sont en première phase, en early stage, comme j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le positionnement qu'on prend au démarrage. Et à ce moment-là, il n'y a personne. On fait des opérations, on essaye de ramener avec nous, ou en tout cas de se lier avec les professionnels et les investisseurs qui touchent ces secteurs-là, à savoir les réseaux de business angel, les fonds, pour les fonds early stage, en fait. Et on s'aperçoit assez vite qu'en fait, tout le monde est sur son précaré, que tout le monde estime qu'on a un effet de mode, qu'on ne sait pas bosser, qu'on travaille avec de l'argent non intelligent, enfin tout un tas de trucs ça me fait rigoler aujourd'hui. Mais bon, c'est toujours le cas, hein. C'est toujours le cas. Et pour faire ce petit parallèle-là, en fait, les anglo-saxons, ils sont arrivés après nous, puisqu'on avait l'opportunité de monter Seeders et même CloudCube avant eux, puisqu'on avait des connexions là-bas, et qui avaient entendu parler de nous, et qui ont dit, ouais, pour l'Angleterre, ce serait vraiment génial. Et on s'est sentis, nous, trop jeunes, on n'était pas équipés, on commençait juste à bosser, et on a laissé passer ce train-là. Mais en Angleterre, les premiers acteurs qui se sont mis en place, de suite, l'ensemble des fonds du marché, ils sont liés à eux, ils ont compris leur intérêt, l'ensemble des réseaux de BA sont liés à eux. Et si on rajoute à ça la culture anglo-saxonne, tu t'as réglé le problème. Quand tu regardes les métriques des entreprises de crowdfunding UK,
ça fait pas lire, quoi. C'est une autre dimension, quoi. Ouais, en termes de volume, c'est colossal. Et simplement parce que les gens ont réussi à se mettre autour de la table et à être intelligents autour d'un besoin et de quelque chose qui est vraiment important. Il n'y a pas aussi un sujet un peu culturel, d'appétence peut-être au risque, Oui. de culture de l'investissement de manière générale, des marchés financiers Ouais, la culture anglo-saxonne, elle favorise en plus ça. Donc, tu avais toutes les cases étaient cochées. Et là où nous, on est resté effectivement dans un... Bon, il fallait qu'on fasse nos preuves, hein. Globalement, on a compris, il fallait qu'on fasse nos preuves sur le marché. Donc, il faut qu'on trouve des cibles, il faut qu'on les attire. Pourquoi elles viennent nous voir, pourquoi elles viendraient nous voir nous plutôt que les autres, etc. Donc, on développe tous ces arguments, hein. C'était pas très, très compliqué de développer des arguments pour ça. Pour autant, on s'aperçoit qu'effectivement, le plan qu'on avait projeté au démarrage, de se dire on va vraiment être une alternative financière pour les entreprises tech en phase de démarrage, on se dit ouais, ça va piquer en fait, parce que cet univers-là n'est pas prêt à nous accueillir aujourd'hui. L'ensemble des univers des acteurs et qu'on a besoin de passer du temps. Donc rapidement, moi j'étends la discussion. Bon, ok, si on vend que cet actif-là, en fait, on a des chances de passer sous le tapis et de faire vraiment quelque chose qui nous correspond pas, qu'on n'a pas envie de faire. Donc il faut qu'on vende un autre produit, d'autres actifs en fait, qui vont nous permettre de financer finalement le développement de cette activité-là première. Et c'est là qu'on arrive sur l'immobilier. C'est là que j'arrive moi sur l'immobilier. Alors déjà parce que j'en avais un peu une expérience perso. J'ai fait comme beaucoup quelques petites expériences d'investissement, de revente immobilière dans différentes zones avec différentes personnes. Un produit qui est facile, un actif qui est très simple à comprendre, sur lequel il y a une génération de marge qui est assez propre dès lors qu'on bosse bien et que les montages sont bien faits. Et puis je rencontre le président d'une boîte de promotion là, qui lit WICID en fait sur un canard économique, et il vient me voir et me dit voir ce que tu fais, c'est génial. Là sur l'immobilier t'as un gisement de fou. Et donc lui finit de me convaincre. On fait une première opération pilote avec lui, une petite opération d'apport de fonds propres sur une petite résidence de 4-5 lots, je crois. Il y avait 40-50 000 euros d'apport sur un intérêt de 10%, et ça c'était 2011. Sur un modèle, un schéma emprunt obligataire, qui est le schéma que tout le marché utilise aujourd'hui. Et du coup, à ce moment-là, moi j'avais compris que c'était le gisement qui allait faire la différence. Il y avait toute une vieille industrie à dépoussiérer là, au niveau de l'immobilier. Et donc, tu vois, c'est comme ça que WICID arrive. Après, là, c'est 2011 immobilier. En 2012, on commence à sortir un peu du radar. Et là, les autorités de régulation viennent nous voir. Elles tapent à notre porte, elles me disent ok, super, c'est super ce que vous faites, mais globalement vous faites ça dans quel cadre, hein? Ouais, faut mettre le cadre. Et voilà, et donc on leur dit écoutez, là nous on a pris le cadre qu'on pouvait prendre, enfin qu'on a compris, le conseil d'investissement financier à l'époque, et en fait non, ils nous disent non, vous devez rentrer dans d'autres cases, et à la lecture de ces cases, c'est les cases d'agrément de banque en fait. Enfin, quand on est 6 et qu'on nous dit ça, ok, super, mais ça va être un peu compliqué pour nous de passer sous cette coupe-là. Et on a une interdiction d'exploiter des autorités, de l'AMF, 2012, pendant 6-8 mois. Donc, site fermé. On continue à faire des opérations en off qui étaient engagées. Et de là sont nées les discussions avec Bercy, avec le Trésor, avec les autorités de régulation à Paris. Parce que cette toute jeune industrie, là, qui est toujours toute jeune hein, d'ailleurs, mais à cette époque-là, c'était vraiment juste frémissant. Mais voilà, ça suscitait un écho quand même en haut lieu à Paris. Et on a poussé un peu à la roue pour que le sujet soit pris en compte et en main par des agents de l'État, ce qui a été le cas. Et ça a été poussé par des ministres, ça a été poussé par un univers qui était plutôt très favorable, qui avait compris les enjeux et le potentiel de ces mécanismes-là. Et du coup, tu arrives fin 2014 avec une réglementation qui l'a réellement ouvert la voie du financement participatif en France. À ce moment-là, c'est une réglementation qui est unique, je crois, en Europe, en tout cas, elle est unique à ce moment-là. Tous les autres pays l'ont rattrapé rapidement, mais à ce moment-là, elle est assez unique. Et du coup, on est assez... tu vois, dans un parcours de vie, tu fais plein d'expériences. Celle-là, elle est intéressante parce qu'elle te fait toucher du doigt des arcanes dans lesquels tu serais jamais rentré si tu n'avais pas été là à ce moment-là, avec ce concept-là. Et moi, j'ai trouvé ça assez excitant, assez dur, assez contraignant. Mais Donc, WICID a été finalement une des causes
qui a amené, c'est une cause du coup qui est positive, qui a amené Bercy à se pencher sur la régulation du crowdfunding en France, principalement, et du crowdlending. Enfin, on en parlera d'ailleurs sur la différence tout à l'heure. Mais... Ouais, absolument, tout a été fait à ce moment-là, et du coup, ça restera une forme de fierté, en fait, pour nous d'avoir permis, d'avoir participé à l'ouverture d'un marché qui se présente bien pour moi, qui a un vrai devenir, qui est un vrai outil intéressant et qui aujourd'hui permet à 200 entreprises d'exercer dans ces domaines et sous-domaines, et juste ça, c'est chouette. Et là, à partir du moment où justement il y a une régulation qui est mise en place, c'est là où la concurrence arrive? Ouais, il y en avait un petit peu qui était arrivé à Naxago, il était arrivé un petit peu avant. Et les autres étaient balbutiants. Alors, ils étaient tous en connexion avec nous. La plupart étaient investisseurs chez nous. Et puis, on le voyait dans le sens des connexions, des prises de contact qu'on avait, que voilà, ça chauffait un peu partout. Donc, tout le monde est arrivé après 2014. Enfin, tout le monde a préparé en 2014 quand le sujet commençait à être chaud. Et près de 3 mois après l'entrée de la réglementation, tu devais déjà avoir une vingtaine de plateformes immatriculées, soit CIP, donc pour travailler sur l'equity, c'est là qu'on va peut-être venir sur les distinctions, donc faire du financement equity ou de l'investissement pur, et puis IFP pour la partie lending. Ok, du coup, transition toute faite. Voilà, il y a comment dire, c'est important effectivement de catégoriser le crowdfunding. On peut faire plein de choses dans le crowdfunding. On peut faire du don, qui sont les premières expériences, sont plutôt comme ça. Et les gros acteurs. Là, on est sur de la philanthropie. On est sur de la philanthropie avec des acteurs comme Kickstarter que tout le monde connaît ou a vu passer ou a entendu parler. Et leurs pendant français qui sont très bons aussi. Tu as le crowdlending évidemment. Donc lui, la destination, c'est de proposer des prêts aux entreprises, plutôt TPE, PME, donc à partir d'un score, donc il faut que ce soit des entreprises qui marchent, mais en gros on propose un prêt, et ce prêt-là on va l'offrir en émission à un public essentiellement composé d'investisseurs particuliers. Donc là on est sur des obligations, si on prend le parallèle... On est soit sur du prêt pur, donc avec un contrat qui génère un retour effectivement d'intérêt tous les mois, et puis après en fonction de la nature des contrats, on a une clôture, on a un coupon, tout ça est identifié. Et donc tu l'as en prêt, et puis après tu l'as en oblige simple. On va y venir en obligation simple, qui est l'outil principal, l'instrument qui est principalement utilisé dans l'immobilier. Mais lui, il est pas catégorisé en lending pur. D'accord. On le nomme comme ça, mais pour pouvoir faire des opérations de la sorte, en fait, il faut être CIP. Donc, il faut être sur un raisonnement. Voilà, donc c'est ça qui est assez qu'il faut bien intégrer en fait dans le raisonnement. Bon, tout ça va changer. Donc, finalement, c'est la forme avec laquelle le capital est remboursé à l'investisseur qui va définir si tu dois avoir justement tel ou tel type d'agrément. Ouais. Okay. Sachant que tu peux cumuler les deux. Il y en a beaucoup qui cumulent les deux, voire bien d'autres. Nous, on a commencé à empiler quelques agréments pour faciliter la conduite des affaires qu'on a chez nous. Mais donc voilà. Et aujourd'hui, sur le marché, le marché, il est tracté par l'instrument obligation, essentiellement. Et l'instrument obligation, lui, il est lié à l'activité de financement des actifs immobiliers. Donc là, tu as le tracteur du marché du financement participatif, c'est ça, aujourd'hui. Et j'oserais dire, il n'y a pas grand-chose d'autre. Après, tu peux avoir le même sujet, la transposition sur des sujets de développement d'énergie nouvelle. Donc le financement de champs d'exploitation photovoltaïque, éolien, etc. Donc tu es à peu près sur le même type de modèle, avec des rendements moindres, avec un peu plus de sûreté sur la finalité. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des confrères à vous qui sont positionnés sur ça, non? Tout ce qui est énergie un peu... Ouais, Enerfip, Lendosphère, c'est les pure players dans ce domaine-là. Et il n'y a pas des contraintes très localisées avec ça Oui. C'est ça, il y a des projets qui sont réservés à des investisseurs qui habitent dans tel ou tel département, telle ou telle région. Ouais, c'est ça, c'est uniquement les régions limitrophes, dès lors qu'il s'agit de financer effectivement de l'exploitation photovoltaïque par exemple. Et ça, c'est défini, c'est une règle qui est régie par le CRE, en fait, le comité de régulation de l'énergie. Donc lui, il a mis en place une règle qui n'est plus aujourd'hui, qu'il faut faire attention. Mais la règle était jusqu'à la fin de l'année dernière, jusqu'au 31/12 l'année dernière,
un opérateur qui, dans le cadre du financement de son projet d'exploitation photovoltaïque, utilise une quote-part de ce financement-là en participatif sur un raisonnement quasi local, donc limitrophe, régional, il a le droit, lui, à un bonus de rachat de l'électricité qu'il va produire avec son champ. Et ce bonus-là, en fait, il est hyper intéressant pour les opérateurs, et du coup, c'est pour ça qu'ils sont venus sur notre terrain. Ok, mais ça c'est fini, du coup. Et ça, c'est fini parce que c'était une règle qui était une règle franco-française, et en fait, tout est régi par des directives européennes, et que la directive européenne, elle voit ça sous un autre regard. D'accord. Donc du coup, don, crowdlending. Ouais. Et après, equity, haut de bilan. Ce qu'on appelle communément crowdfunding, Oui. où là tu vas rentrer au capital d'une société. Oui. Donc on peut le nommer aussi crowd equity. Ok. Voilà, c'est ce que tu as comme catégorie principale, quoi. Ok, donc là le principe c'est d'acheter, finalement d'apporter des fonds à une entreprise, et en échange on est actionnaire de cette entreprise, donc on ne va pas rentrer dans le détail des montages, mais c'est souvent via d'ailleurs une société, Oui. qui va réunir tous ces actionnaires de crowdfunding. Oui, là c'est important dans l'univers equity, hein. Les deux modèles sont possibles, mais globalement, effectivement, dans l'equity, les investisseurs, ils achètent des titres d'une holding dédiée. Donc l'objet social de la holding, c'est exclusivement d'investir dans un sous-jacent qui est identifié, donc qui est la société cible, et de gérer son propre patrimoine, hein. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est compliqué à faire, parce qu'on a conscience effectivement qu'il faut maintenir une structure de capital qui soit saine, qui soit lisible, parce qu'il n'y a que dans ces conditions-là qu'on va pouvoir attirer quelques années après, quand la boîte se développe, en fait, un acteur financier, quel qu'il soit, en fait, pour lequel il y aura moins de freins effectivement à investir dans cette entreprise-là. Oui, parce que concrètement, pour bien illustrer, pour que tout le monde comprenne, en fait, ça permet à un investisseur demain qui arrive pour investir dans cette société dans laquelle un crowdfunding a été fait par le passé, Ouais. de n'avoir qu'un seul interlocuteur, Exactement. de n'avoir qu'une seule ligne dans la table de capitalisation, Exactement. et du coup de ne pas discuter avec 3000 investisseurs différents, et là c'est une usine à gaz, quoi. Donc ça se comprend aisément. Ouais. Absolument, puis bon, on a eu des confrères qui ont fait ça au démarrage, hein, qui n'existent plus aujourd'hui, et dont la plupart des cibles sont revenus nous voir après, sur des tours ultérieurs, en disant bah voilà, je fais comment, est-ce que je peux remonter mes gens sur des holdings, est-ce que vous pouvez faire ça, et nous de leur dire bah non, fiscalement t'es coincé, en fait tu peux plus remonter, et ton investisseur au final, lui c'est lui qui a la décision, il est actionnaire direct, donc et du coup il y a eu plein de ça génère des problèmes et des frottements derrière. Faut être conscient, pour ceux qui sont pas forcément au fait, que en fait racheter 3000 portefeuilles d'actions, on va dire, à 3000 investisseurs différents, c'est quand même 3000 ordres de mouvement, 3000 paperasses différentes, Oui. et c'est quand même, on reste en France, et c'est régulé aussi, Ouais. et c'est quand même assez complexe, quoi. Absolument, c'est compliqué, et puis à ces 3000 investisseurs, il faut être en capacité de leur faire signer chacun un pacte d'actionnaires. Ouais. Donc, et pour une société l'émetteur des titres, la société qui émet des titres, globalement, un des points de faiblesse qu'on a dans l'equity, hein, parce qu'il y en a bien sûr, c'est les frottements qui sont liés à la concurrence. C'est-à-dire que vous êtes un émetteur ou une société qui a du potentiel technologique, vous ouvrez votre capital et vous faites rentrer des gens en direct, vous ne connaissez pas le statut de tous les investisseurs, et vous en avez, et ça arrive, parce que nous on sait le mesurer, on sait le gérer, des personnes qui vont travailler qui œuvrent pour des tiers qui sont juste là pour prendre de l'info. Si vous les avez en direct au capital, ça devient hyper compliqué. Ah ouais, je vois très bien le sujet. Du coup, pourquoi une société elle irait se faire financer aujourd'hui en crowdfunding? Qu'est-ce qu'elle vient chercher en fait par rapport à un partenaire bancaire, par exemple, classique? Bon, si tu veux bien, je te propose de dissocier les deux sujets. Tu allais sur l'equity pur. Ouais. L'equity pur, l'intérêt d'une entreprise, il est multiple là de venir nous voir. Effectivement, pour moi, on est plutôt un outil de complément de tour. Donc, sur une recherche X, un exemple, 1 million, globalement, on va pouvoir faire travailler plusieurs acteurs en syndication. Nous, quasiment 100% des deals, maintenant, ils se font en syndication, et nous, on vient compléter un tour. Donc, on vient mettre 300, 400 000 sur une ligne d'1 million, 1,5 million. Okay. En face, tu as des clubs de BA, donc de Business Angel, par exemple. Par exemple, on peut avoir des fonds, des fonds d'amorçage pour ceux qui le font encore. On peut avoir des industriels, on peut avoir du family office, on peut avoir même ce mix-là. Et là, nous, on a appris à gérer, à être en lead aussi sur des tours comme ça. Donc, même si on fait le complément, on peut leader le tour et donc assurer la négociation avec chaque partie prenante vis-à-vis du dirigeant. Donc, ça, on sait faire ça. L'enjeu, c'est pour l'entreprise d'avoir des fonds propres qui sont quand même
compliqué à trouver. Alors, comment dire, il y a plein de réflexions à avoir là-dessus. La première réflexion, c'est que une entreprise très en vue qui a un énorme potentiel, en général, n'a pas de souci pour trouver des fonds. En général. Dans cette recherche de fonds et pour ces entreprises-là, le financement participatif, c'est pas le premier enjeu du dirigeant. Le dirigeant, comme tout dirigeant, il va au plus simple. Donc il y a les fonds dans mon domaine, les industriels dans mon domaine. Ça passe pas. Après, les réseaux de business angel, et nous, on est à peu près dans la même veine que le réseau de business angel. Donc le schéma classique, c'est ça. Sauf si le dirigeant, lui, il partage une vision commune avec le modèle du financement participatif, qui consiste à dire qu'il faut impliquer aussi tes partenaires, tes clients, toutes les parties prenantes en fait de l'entreprise, tu peux les impliquer dans ton aventure et tu vas créer une valeur additionnelle sur tes marchés. Et ça peut être générateur effectivement de développements qui sont plus rapides, qui sont vérifiables. Et tu te crées dans tous les cas une communauté d'ambassadeurs. Alors ça veut dire qu'il faut travailler le logiciel de manière différente. Il faut être en capacité de s'ouvrir, d'ouvrir son livre très tôt. Là où en général, quand on travaille avec des fonds, quand les entreprises se font financer par des fonds, on travaille plutôt en mode discrétionnaire et on ne raisonne pas du tout de la même manière et donc le choix il peut être fait uniquement par rapport aux valeurs défendues par le dirigeant et la perception qu'il a du modèle de financement qu'on a. On a aussi les dirigeants qui viennent nous voir. Là, on n'est pas sur le plan des valeurs, mais on est plutôt sur le plan des parcours individuels. Je m'explique. Les acteurs professionnels du financement, en fait, sont composés de ressources humaines, en fait, qui ont à peu près, pour la grande majorité, ils ont tous le même parcours. Des gens qui savent très bien manier les chiffres, manier l'Excel, manier une certaine forme voilà, ils ont un mode de fonctionnement qui est particulier, mais si t'as pas fait le même parcours qu'eux, t'es pas dans ces réseaux-là, en fait, t'as du mal à comprendre leurs objectifs, les enjeux, t'as du mal à adhérer aux valeurs fondamentales. Quand tu parles de ces acteurs du financement classique, c'est quoi comme type d'acteurs ? Des fonds d'investissement. Ouais, les fonds d'investissement, ils sont acculturés à peu près de la même manière. C'est ce qu'ils vont chercher. Ils sont offensifs, ils sont là pour générer du TRI. TRI, c'est taux de rendement interne, donc c'est ce qui permet de comparer deux investissements totalement différents à terme, quoi. Oui. Et pour pas mal de dirigeants, effectivement, ils se retrouvent pas dans le premier échange qu'ils ont avec ces gens-là. Ils se disent ouf, je vais embarquer dans ma boîte là des acteurs avec lesquels il va falloir que j'y sois quoi tout le temps. Du coup, il y a un manque peut-être de relations humaines, d'agilité, un peu de tout. C'est un peu tout ça. Un cadre un peu trop fermé peut-être. Oui. Et ils cherchent un peu de souplesse, donc et pour le coup, ils peuvent venir chercher de la souplesse aussi chez nous. Paradoxal la souplesse, parce que nous, on lui propose de venir avec 500 ou 1000 personnes. Ouais. Mais on sait orchestrer la souplesse et animer cette souplesse. Oui, ça c'est votre sujet à vous, en fait. C'est même pas son sujet à lui. Lui, il vient chercher une ligne et c'est tout, quoi. Voilà. Okay. Et nous, on va rarement se positionner en censeur, effectivement, sur des opérations. Nous, ce qu'on dit, c'est on a accepté de financer le dossier parce qu'on l'a analysé dans le détail, parce que vous, dirigeants ou équipe dirigeante, vous me semblez calés, qu'on est aligné sur le plan des valeurs, qu'on a bien compris ce que vous voulez faire. On a bien intégré les risques, on a compris qu'il y avait des possibilités de sortie, elles sont identifiées, en tout cas on peut les exprimer assez clairement, puis elles répondent à des enjeux plutôt sociétaux qui font partie de nos ADN, quoi. Ok, donc ça c'est pour les gens qui viennent vous chercher, on va dire des fonds propres. Ouais. En échange de participation, du coup, d'actions, de titres. Et après, du coup, le deuxième sujet que tu voulais... Le deuxième sujet, c'est sur l'immobilier. Donc là, on parle d'autres... Là, on est vraiment sur une autre catégorie. On est sur un autre modèle. Alors, c'est peut-être intéressant de juste recaler le modèle, en fait. Le modèle de l'immobilier, c'est quoi ? C'est globalement fournir un opérateur immobilier. Donc, un opérateur immobilier, c'est quelqu'un qui va acheter un foncier, faire une construction, ou acheter un actif et il va le découper, il va le revendre. Enfin, un opérateur immobilier, en fait, quand il est face à une opération, son financement est essentiellement bancaire. Mais pour que ce financement bancaire puisse se réaliser, en fait, il a 3 conditions. Généralement, il a une condition d'apport en fonds propres, donc il faut qu'il immobilise lui-même du cash sur l'opération pour que le banquier accepte de lui prêter. Et puis, en fonction de la nature des opérations, il peut avoir un niveau de pré-commercialisation exigé, minimum, nécessaire au sujet. Et puis, bien sûr, avoir balisé l'ensemble des contraintes administratives qui pèsent sur le projet. Donc, avoir la liberté de faire son métier.
Et sur l'immobilier, effectivement, le positionnement, c'est de venir couvrir en fait le besoin en fonds propres qui est exigé par la banque chez l'opérateur et de venir substituer à l'argent de l'opérateur de façon à ce qu'il puisse bénéficier de cette ligne de cash pour faire d'autres types de développement. Et donc on est vraiment positionné là-dessus. Ça se fait en amont de phase ou ça peut être aussi du refinancement de fonds propres sur un projet qui est déjà démarré? Absolument, ça peut être du refinancement de fonds propres, c'est très intéressant le refinancement de fonds propres, mais ça marche effectivement sur toutes les phases. Donc typiquement, je suis marchand de biens ou promoteur, je me suis engagé sur une OP, ça y est, j'ai dealé, j'ai mis mes fonds propres, je les ai bloqués et la banque m'a attribué une ligne de crédit en face, donc est venue avec, c'était un effet de levier, en fait les fonds propres servent à faire un effet de levier. Mais j'ai besoin de fonds propres à nouveau, je suis un peu ric-rac pour un autre projet ou une autre opportunité. Là, je vais venir faire refinancer les fonds propres de mon premier projet, ma première opération. Absolument. Pour pouvoir les récupérer et les mettre sur ma seconde. Ouais. Okay. Et je peux faire ça avec des vases communicants finalement. On peut le faire, voilà. Alors avec dans des limites raisonnables, bien évidemment, il y a en fonction de la structure. Oui, il faut que ce soit suffisamment dimensionné en fait derrière. Absolument. Et donc là, on a un attrait qui est assez différent effectivement d'equity. On ne vient pas chercher le même support. On peut le trouver autre part. Ils peuvent le trouver autre part. Il y a plein de sources, mais les sources originelles pour eux, elles coûtent trop cher. Alors nous, on coûte cher. On est de l'argent qui coûte cher. C'est quoi les autres sources? Les autres sources, c'est, comment dire, si tu veux, de façon historique, un opérateur immobilier, il a dans son réseau un family office ou un petit groupe de quelques investisseurs individuels. Et c'est ces gens-là qui provisionnent le cash en permanence. Ils sont en général actionnaires. Et le montage, c'est plutôt, je viens sur une opération, donc sur ta société d'opération, je prends du capital. Je vends un TRI minimum obligatoire servi qui est autour des 15 points ou plus de 15 points. Et il le traite en compte courant? Et il le traite en compte courant. Compte courant rémunéré. Ouais. Et puis après, il y a l'incentive, le booster, effectivement, à la liquidation de l'actif, quoi, quand l'opération est réalisée. Et ça, c'est le schéma historique, en fait. Et ça nécessite de créer une structure juridique, enfin une entreprise par projet? Ça nécessite... mais ça, c'est plutôt la règle. À chaque fois, on fait une structure par projet. Sur la promotion. C'est moins le cas sur les marchands de biens. Sur les marchands, les deux modèles peuvent coexister, tu as raison. Mais surtout, pour l'opérateur, en fait, c'est une immixtion en fait, dans sa gestion. Donc avec ces ressources-là, historiquement, là où nous, avec une proposition d'emprunt obligataire, on vient pas interférer dans sa gestion. On lui laisse toute la gestion. S'il surperforme, c'est lui qui est bénéficiaire en fait de la survaleur en fait qu'il va générer s'il a bien travaillé. Donc on est vraiment l'outil ou en tout cas les modalités qui sont idéales pour lui à ce stade, même si ça commence à être cher pour lui. Donc tout ça va se réduire. Et donc ces gens-là, ils viennent de plus en plus. Là, je crois qu'il y a plus de 1000 opérateurs en France qui travaillent avec les plateformes immobilières. Et ça marche très vite. Il y a un truc que je peux développer là-dessus, effectivement, c'est la posture marchand de biens. Il y a un intérêt assez marqué des marchands vers le financement participatif. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent chez nous une réactivité qu'ils ne trouvent plus chez les banques aujourd'hui. Et donc quand tu es en face d'une opportunité et que tu as une promesse et que si tu veux saisir le bien, il faut être dans les clous de la promesse. Énormément de gens passent par des plateformes de CF pour aller chercher la totalité du cash nécessaire pour monter l'opération. Bon, c'était mon cas pour la petite histoire. On discutait avec Nicolas tout à l'heure, mais moi je connais WICID à titre d'investisseur depuis 2016, mais je les avais sollicités sur un des projets, un projet de marchand de biens justement pour aller financer ses fonds propres. Et effectivement, il y avait cette réactivité-là, avec une réactivité décisionnelle qui était quand même confortable parce qu'on connaît tous l'inertie d'une banque et que ça peut vraiment lever pas mal de barrières sur un projet. Voilà. Aujourd'hui, le marché il est peut-être pas encore mature parce que tu dis qu'il est en plein boost, plein développement. Encore, ouais. Ok. C'est quoi l'intérêt pour un investisseur particulier du coup d'aller s'intéresser au crowdfunding ou au crowdlending par rapport aux autres placements? Je pense que je l'ai vécu moi, on souffre en France d'un problème d'éducation financière, il y a pléthore d'offres partout. Plein de trucs pour placer de l'argent, des liquidités, des choses. C'est hyper compliqué d'y voir clair, effectivement, dans tout cet univers-là, par rapport à ses propres objectifs en plus. Et si tu veux, un des fondements de la création de WICID, pour moi, c'était d'essayer d'amener une réponse à ça. On peut faire des
produit simple, que les gens vont bien comprendre, vraiment comprendre. Tu vas pas loger de l'argent dans un fonds et la politique de gestion et d'investissement, tu la connais même pas en fait, tu achètes juste un revenu fiscal. Et moi, ça m'a jamais plu en fait, tous ces supports là. Moi, j'ai besoin de transparence sur le placement, donc je montais WISID pour ça. Et le financement participatif, effectivement, il répond, et notamment sa composante immobilière, il répond à. Enfin, c'est l'offre de marché qui existe aujourd'hui en financement immobilier, elle n'existe pas ailleurs. Prendre du 9 points dans un actif pour lequel on peut avoir toutes les informations de départ, avoir un suivi individualisé. Je ne sais plus à combien il est le livret A, à combien sont les assurances vie Alors, aujourd'hui. il était à 0,5 et a priori, il va passer quasiment à 1%, donc ce qui est monstrueux. Exceptionnel. Mais donc toi, tu nous parles de 9 points, donc 9% de rendement annuel Ouais. sur du financement de projets immobiliers via une plateforme comme WISID. Ouais. Donc ça, c'est les taux moyens que vous avez sur des opérations que vous proposez aujourd'hui à n'importe quel investisseur particulier. Ouais, c'est ça varie entre 8 et 11 en fait. Globalement, en moyenne, tu es sur le TRI servi net mesuré, c'est plus de 9. Ouais. Donc c'est le risque qui fait la différence, c'est ça le pourcentage de risque ou de précommercialisation, enfin tous ces facteurs dont tu parlais, c'est ça qui vous permettent de scorer un projet? Ouais, mais après ça c'est un sujet, c'est-à-dire qu'effectivement nous on se doit vis-à-vis de notre investisseur pour respecter l'engagement qu'on fait. En fait, on fait des études poussées sur chaque dossier qu'on prend, on en prend 1 sur 2 à peu près, 1 sur 2 en immobilier, j'entends, 1 sur 2 reçus. Et donc on analyse toute l'opération de fond en comble, on est équipé, on a des experts externes, on a des analystes en interne, et donc on sait, on considère que le risque il est assez faible sur ce segment de marché. C'est un des sujets qui pour moi existe, à savoir que pour moi le rendement qui est proposé là sur les opérations immobilières, en fait il est pas cohérent par rapport au niveau de risque réel qui est pris par l'investisseur. Je pense qu'on est typiquement sur des placements a priori qui devrait se situer entre 3 et 4% de rendement, parce qu'il n'y a pas de risque, et on le voit, au niveau de la perfo, je pense qu'on doit avoir 0,5% de casse sur tout ce qu'on a fait, et on a financé pour plus de 200 millions de projets, donc il n'y a rien, on a 200 millions d'euros de projets. Ouais. Et ça, est-ce que tu penses que le marché quand même gagnant en maturité, on peut avoir maintenant du recul justement sur tous ces taux de défaut, est-ce que du coup ça n'a pas tendance à réduire le rendement à terme, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer? Oui, plus tu fais de volume d'activité, plus ton risque augmente. C'est sûr, il va y avoir des déceptions et du déceptif chez les investisseurs. Après, il s'agit de bien régler effectivement la manière dont on accède à ce type d'investissement-là. Dire comme tout conseil simple, diversifie. La première chose, tu as 10 000 euros à mettre, effectivement, tu peux chercher un rendement de 9 ou quasiment, en fait, si tu vas louer sur 10 projets. Si tu en fais 20, tu as encore plus de chances d'être sur ce 9-là. Et globalement, par rapport à la perfo qu'on a historique, moi, je suis assez à l'aise pour défendre ça. Donc ça me pose une question, moi. L'intérêt qui est servi, le niveau de l'intérêt qui est servi versus le risque réel des opérations. Ouais, c'est ça. Donc il y a peut-être une tendance à ce que ça baisse un petit peu et que finalement ce soit un peu moins rémunérateur parce que le risque en face finalement est faible maintenant qu'on a un peu de recul sur le sujet, qu'on a au moins, on va dire, en tout cas plusieurs années, quasiment une décennie peut-être. Oui. En tout cas, toi, t'as peut-être plus de recul. Il y a un peu plus de, voilà, toi, t'as plus de recul, mais ouais. Après, faut toujours cultiver l'humilité, c'est-à-dire qu'il y aura des retournements de situation. Le marché, on le sait tous, c'est un domaine qui est cyclique, donc il faut être hyper attentif, effectivement, au mouvement. Bon, là, on a connu d'ailleurs pas mal de retards de projets avec le Covid, notamment toutes ces contraintes dans le monde du bâtiment, de la construction, donc les promoteurs aussi en ont souffert. Oui. D'ailleurs, moi, je peux partager une expérience. J'ai pas mal de projets en cours chez WISID. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui ont du retard. Par contre, c'est extrêmement bien géré. En tout cas, côté investisseur, c'est extrêmement bien géré. On sait qu'il y a les moyens qui sont mis en place et que finalement, même s'il doit y avoir un défaut, ce n'est qu'une question de timing, mais pas vraiment de risque de perte. Sur le fond, effectivement, le risque est assez faible, voire très faible. Après, la question de la gestion des investissements, effectivement, surtout dans la période avec du retard, elle est assez très chronophage chez nous. On a monté tout un service juridique entier là, pour être sur ces sujets-là. C'est pas simple à faire, mais tu as raison, je partage ça, c'est-à-dire qu'il faut rester
Enfin, on peut être confiant effectivement sur l'issue de ces opérations-là parce qu'on a, encore une fois, à chaque fois, on a un actif réel, quoi. On a quelque chose qui existe, qui est. On fait face à des décalages de travaux, décalages d'appro essentiellement, mais les choses vont sortir. D'ailleurs, tu peux nous parler un peu des garanties que vous prenez, vous, en face sur l'opérateur? Ouais, on prend différentes garanties. On prend de la garantie à première demande, qui sont des choses assez classiques, qu'on peut activer, qui fonctionnent. On prend de la caution. C'est l'équivalent d'une hypothèque? Alors, c'est pas l'équivalent d'une hypothèque. L'hypothèque, c'est une garantie en plus. On peut prendre de la GAPD, on peut prendre de l'hypothèque. En général, on fait on travaille sur l'une ou l'autre en fonction du type d'opération. Sur du marchand, on va généralement prendre de l'hypothèque. On va sécuriser là-dessus, c'est facile. Il y a un actif, il est déjà en place. Sur de la promotion, on sera plutôt sur de la garantie à première demande. Et puis au-dessus, on va rajouter effectivement de la caution perso dès lors fait partie des études qu'on fait. On regarde l'état patrimonial des dirigeants principaux et on peut prendre de la caution personnelle aussi chez eux. Ou sur leur holding, ou sur une personne morale aussi, ou forcément personne morale ou personne physique. Les deux. On se faire les deux, ouais. Et on a tendance à systématiser ça, même si c'est pas simple, même si les banques elles les prennent aussi. Donc on est toujours plusieurs, donc il y a toujours la question de l'ordonnancement effectivement d'une issue défavorable sur un projet. Il faut avoir ça en tête au moment où on décide effectivement du système de garantie qu'on va appliquer ou qu'on va demander. Pour savoir qui se rémunère en premier en cas de défaillance. Oui. Okay. Et donc je suis investisseur, j'investis chez WeSeed, je participe à 1, 2, 3, 4 projets, j'ai mes 9%, donc comment ils me sont rémunérés, c'est quoi ma fiscalité là-dessus, comment je peux jouir de cet argent après Alors, comme s'agissant d'un instrument d'obligue simple, en fait, tu as une rémunération qui t'est versée, sur lequel il va y avoir un prélèvement qui s'appelle la flat tax, qui sera due par toi, en fait. Donc, sur ce rendement de 9%, en fait, tu vas en consommer 30% en équivalent flat tax que tu vas devoir payer à l'État. Donc, la flat tax, j'y reviendrai dans un épisode d'ailleurs, une capsule spécifique pour expliquer ce qu'est la flat tax, à partir de quand c'est intéressant aussi. Oui. Pour la flat tax, parce qu'on peut des fois être sur l'imposition au réel, ça peut être plus intéressant qu'une flat tax pour certaines personnes et certains niveaux de revenus. Donc j'expliquerai tout ça. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est juste pour préciser. Oui, tu as raison, je pense que ça mérite effectivement d'y passer un peu de temps. Donc c'est ça, et puis tu n'as pas de mécanique fiscale initiale. Tu fais un investissement, enfin tu achètes un instrument obligation simple, tu n'as rien, tu n'as pas de crédit d'impôt ou de choses comme ça. Donc c'est assez simple à comprendre finalement. Quand tu investis, personne physique. Après, tu peux bien sûr investir personne morale, donc là tu es soumis à une fiscalité différente. Et chez nous, tu peux faire les deux. On doit avoir 20% d'investisseurs personnes morales, qui sont généralement des petits holdings perso. C'est pas des gros. C'est mon cas. C'est pas de la gestion de trésor. Enfin, c'est pas des boîtes qui font de la gestion de trésor. Et donc, voilà, les deux systèmes de fiscalité existent. Et quand tu es sur le régime equity, là, donc je reviens sur les entreprises technologiques où tu rentres en capital, là, tu bénéficies des régimes d'abattements fiscaux, effectivement, d'investissement à l'IR, enfin d'abattement qui doit être à 22 là. C'est 22, 25 non, c'est peut-être 25. Ouais. J'ai pas, c'était 18, il me semble, c'est passé 18 à 25. Ouais. Et c'est en cours d'être renouvelé pour 2022, ou on ne sait pas trop, non? Alors le PLF, je l'ai plus en tête. Donc, je vais pas te dire de bêtises. Je pense qu'ils ont passé les commissions mixtes paritaires. Là, c'est toujours fin décembre et en général, on attend toujours une revue en janvier là pour avoir les éléments définitifs. Donc, je me garderai bien de prendre une position là-dessus. Il me semble que par nature, ça devrait être renouvelé, mais attendons d'avoir les éléments. J'ai d'ailleurs fait un investissement sur le mois de décembre pour être sûr justement de pouvoir bénéficier de ce taux, ne sachant pas en fait quelle était la visibilité sur 2022, parce que c'est quand même fou de se dire on démarre une année et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé fiscalement. C'est quand même un peu particulier. Tu as raison. Tous les ans, c'est pareil. Ouais, mais c'est fou, quoi. Alors qu'il suffirait juste de l'anticiper un minimum et de faire voter quelques trucs en amont, quoi. Bon, enfin bref, parenthèse politique. Voilà. Et cet intérêt fiscal, là, il est lié à une conservation des titres sur une durée qui est assez longue, qui est au moins de 5 ans, 31-12, 5e année de l'investissement. Mais en fait, quand on regarde au-delà des textes, c'est plus que ça, en fait. C'est plus que ça. J'avais 5 ans en tête, effectivement. Et mais en fait, c'est un peu plus long que ça. Dans la réalité des faits, c'est un peu plus long que ça. Donc, dans la réalité, on va être amené à conserver un peu le cash issu de la cession, en fait, dans la holding avant de pouvoir le verser. Au-delà du 31-12 à 5e année, quoi. Bon, intéressant. C'est quoi la perspective de sortie pour un investisseur sur de l'equity? Parce qu'après, sur de
de l'obligataire, on est 20 l'échéancier, il est connu. Ouais, c'est 20-21 mois avec, comme tu l'as cité tout à l'heure, un peu de glissement qui est lié au contexte. Et il y en aura régulièrement parce que la gestion immobilière, c'est de la gestion d'aléas en fait, c'est de la gestion de risque, donc c'est un truc assez variable. Mais qu'on peut nous travailler différemment, c'est-à-dire qu'en général quand on finance un projet sur l'immobilier, on se cale au plus juste du calendrier de l'opération, on prend une petite marge et puis au-delà de cette marge-là, sur le contrat, en fait, on signe on peut s'organiser. Enfin, l'opérateur, il a un aléa de 6 mois pour rembourser sa dette avant qu'on engage, nous, des dispositifs particuliers pour recouvrer effectivement notre dû ou le dû des investisseurs. Donc, c'est ça. Et c'est 6 mois durant lesquels les intérêts continuent de courir. Absolument. Donc, du coup, la rémunération, finalement, augmente proportionnellement à la durée, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc là, on est à 20 mois, 21 mois là maintenant, en moyenne sur la totalité des dossiers qu'on a sortis. Donc ça, c'est pour les obligations. Obligations immobilier. Ouais. C'est bien de préciser obligations immobilier, parce que si on fait de l'oblig développement durable, comme on l'a évoqué tout à l'heure, là, tu es plutôt sur des raisonnements à 60 mois ou plus. Hein. Donc voilà pour ça. Et sur l'equity pur, globalement, avant 5 ans, c'est un facteur chance qui joue. C'est arrivé très peu de fois. C'est arrivé 2 fois ou 3 fois. Il y en a une sortie avant 5 ans. La première sortie qu'on a fait, il y a eu un facteur chance. On était sorti 18 mois après l'entrée. C'était il y a longtemps. Ça s'est jamais reproduit. D'accord. Tu peux nous donner d'ailleurs quelques exemples de projets comme ça de sortie En Tabio, c'était le premier dossier. C'était un dossier qui œuvrait dans la biotech. L'histoire elle est assez intéressante, donc c'est ce dossier-là qui sort 18 mois après notre investissement. Moi je connaissais ces gens-là avant qu'ils montent leur entreprise, ils bossaient à New York, ils bossaient dans des labos de recherche à New York, ils ont décidé de revenir en France parce qu'ils étaient issus du CNRS à cette époque-là, et donc on se côtoyait presque autant amicalement que professionnellement, et quand le besoin de capitaux effectivement se fait sentir, nous on venait de démarrer, et moi j'avais une forte conviction sur cette entreprise-là. On a fait une opération, on a levé 300 000 je crois à ce moment-là, et 12 mois après, quasiment 12 mois après, j'ai un gars qui m'appelle, qui est un des investisseurs de l'opération, et en fait ce gars-là c'est le conseil d'un industriel suisse du domaine de la santé, qui est déjà connecté avec les dirigeants qu'on a financés, et avec qui je négocie le deal en 10 jours. Ils ont fait, je crois, quelque chose comme 45-50% de TRI sur ce topé-là. C'était intéressant. Donc on a quelques affaires comme ça. Hein. Là, en fait, au niveau perfo en equity, alors ça c'est important. Je vais peut-être faire une parenthèse si tu veux dessus. J'ai évoqué tout à l'heure un perfo à 0,5 taux de défaut sur l'obligation immobilier, j'entends. Sur l'equity, on ne travaille pas du tout sur le même raisonnement. J'entends equity, phase d'amorçage. Ouais. Donc ce qu'on appelle communément les startups, même si on y met un peu tout dedans, mais des phases vraiment au début. Ouais, donc ça, le modèle des acteurs professionnels du financement, ou du private equity au sens large, c'est quoi ? Je fais 10 investissements, donc 10 cibles, 10 sous-jacents. J'en ai 2 qui vont faire un multiple de 10 et plus, et tout le reste, c'est à la casse, c'est liquidation, on a tout paumé. Il faut bien avoir ça en tête. Moi, je l'affine un peu, ce modèle-là. Je dis, quand je fais 10 investissements, en fait, j'en ai un tiers qui est perdu, sec, sûr, et plutôt dans des délais courts. J'en ai un tiers sur lequel je serai toujours scotché. Donc la boite, elle vivra, mais elle n'aura pas suivi son plan. Ouais, et donc ça se vend jamais, ça bouge pas. J'aurai aucune option de sortie. Alors on y reviendra après. Et puis le dernier tiers, sont les entreprises avec lesquelles on va pouvoir faire un TRI et qui va pouvoir compenser tout le reste. Donc c'est hyper important d'avoir ce modèle-là, parce que c'est la réalité. Aux États-Unis, ils sont plus durs. Hein. Aux États-Unis, il y a 80% de casse sûre. Et c'est dans les 20% qui restent qu'on va trouver peut-être une boîte qui fonctionne. C'est le modèle. Après, il y a plus de culture du risque, donc c'est vrai que... Oui. Et du coup, ça amène, premier raisonnement côté investisseur, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Forcément, quand vous avez cette grille de référence, dire, bon, en fait, je fais au moins 10 investissements, idéalement dans des domaines connexes si possible. Après, il faut travailler dans des domaines où on a des connaissances, soit personnelles, soit par réseau, qui vont nous permettre d'avoir un éclairage extérieur autre que les éléments qu'on va pouvoir lire sur la plateforme et ou que le dirigeant va pouvoir transmettre.
Donc la réalité, c'est ça. Aujourd'hui, WeSeed, on a 180 participations sous gestion. On a 12% de casse, globalement. Donc ça là, elle est actée. Ouais, ça c'est acté. Et on a fait le même volume en sortie positive, avec un TRI moyen global de 14. Ok. Donc on n'est pas à l'équilibre, si je raisonne de manière globale. Comment dire, c'est naturel dans ce type d'actif-là. Mais quand on regarde la performance brute, en fait, moi je suis plutôt très à l'aise par rapport aux performances qui existent sur ces marchés-là, tout confondu. Je suis vraiment très à l'aise par rapport à ce qu'on a fait. Et puis j'ai de bonnes... on a vraiment quelques boîtes à gros potentiel en fait, qui vont venir tracter cette performance dans quelques mois, quelques années là. Donc c'est plutôt intéressant. Mais le risque, voilà, on n'a aucune commune mesure avec ce que tu as en immobilier. Et ton argent est bloqué. Là, et tu sais pas pour combien de temps. Et tu sais pas pour combien de temps. Là, c'est clair. Et donc tu disais, en dessous de 5 ans, de toute façon, il se passe pas grand-chose, à moins de quelques, évidemment, exceptions. Coup de chance, ouais. Voilà. Et après, au-delà de 5 ans, on est sur quoi en moyenne sur vos sorties, là, sur les on est les plutôt 7-8 ans. Hein. Bah, tu vois, nous, on a 13 ans d'existence. On a fait une quinzaine de sorties positives. Là. Ça commence à se déboucler là maintenant. Hein. Depuis 2 ans, on commence à voir des choses qui arrivent de manière régulière. Et vous faites aussi des seconds tours de table des fois. Oui. D'une boîte que vous avez déjà financée quelques années. C'est arrivé d'ailleurs sur une boîte dans laquelle je suis là chez vous. Et donc là, c'est aussi finalement positif, parce que ça veut dire que la boîte, sa valorisation a augmenté, qu'il y a des indicateurs qui sont positifs si vous revenez sur le dossier, j'imagine. C'est généralement le cas, mais il faut toujours... faut vraiment se mettre dans une position d'analyse de risque, en fait. Hein. Remettre de l'argent dans une entreprise, c'est aussi augmenter son risque global par rapport à l'actif. Augmenter son prix de revient moyen aussi, finalement, de l'action. Oui, mais en face de ça, t'es pas forcément sorti de l'ornière pour autant pour l'entreprise. Et donc, il faut être hyper prudent par rapport à ça, enfin, en matière de règles internes. Donc, on étudie ça parce que l'enjeu pour nous, c'est... Bien sûr, c'est plus intéressant de suivre des entreprises qu'on a déjà financées, parce que c'est dans le jargon entreprise, ça crée de la récurrence, c'est sûr que c'est intéressant. Il n'empêche que, par contre, au niveau prise de risque, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder vraiment en détail. Vraiment, vraiment en détail. Ok. Si tu avais des ressources à recommander à des investisseurs qui voulaient se renseigner sur tout cet univers du crowdfunding, qu'est-ce que tu pourrais recommander ? Sur l'univers du crowdfunding immobilier, je pense qu'il y a il y a beaucoup d'acteurs spécialisés dans le domaine. Donc il y a beaucoup de documentation qui existe. Il y a des outils, des plateformes qui permettent de mettre en commun effectivement l'entièreté du marché ou quasiment l'entièreté du marché. Donc on peut avoir vraiment beaucoup d'informations sur l'immobilier. C'est assez facile, c'est assez clair. Donc là, il n'y a pas de problème. Sur l'equity, c'est plus compliqué de trouver de l'information, clairement. Soit effectivement, on peut aller dans des réseaux de BA pour voir à peu près comment ça se passe. On peut nous contacter, on peut échanger par mail sur des choses. Il y a beaucoup de choses sur le web, mais il y a, comme d'habitude sur Internet, il y a un peu à boire et à manger, donc c'est pas simple de faire son tri. Et puis chacun a une philosophie qui est assez différente dans ce type d'investissement. Moi, j'ai fait quelques présentations à l'époque là, pour expliquer à peu près la posture qu'il fallait avoir en tant qu'investisseur individuel. Et pour moi, le premier truc, c'est faut avoir une colonne vertébrale. Il faut savoir pourquoi on veut y aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut avoir un retour sur investissement? Est-ce qu'on veut juste briller en société? Il y a plein de motivations en fait. Est-ce qu'on veut juste faire du fiscal? Et tout ça, ça appelle des raisonnements différents. Après, il faut être très à l'aise avec le budget qu'on souhaite y mettre de façon régulière. Ça serait intéressant d'ailleurs que tu nous donnes quelques infos sur les tickets moyens, par exemple, qui sont investis chez vous. Je crois qu'on peut investir à partir de 100 € sur un projet. Ouais, tu le fais, 100 €, et puis après c'est 1000, 1200, 1500 à peu près en moyenne. Tu as un écart type qui est énorme. On a des investisseurs là qui sont capables de mettre des tickets de 500 000 sur une opération. Ah ouais. Sur des opérations d'immobilier, ouais, plus que d'equity, parce que l'equity, j'imagine, ça fait un gros ticket. Tu peux avoir, tu es plutôt jusqu'à 30, 50 sur de l'equity, mais tu vois, c'est à peu près ça. Ouais, donc 1200, 1500 € en moyenne, un investisseur qui va investir sur de l'obligation en immobilier. Oui. Okay, ça veut dire j'ai investi 1000 € à 9%, j'ai 90 € par an durant la durée du projet, donc qui est à peu près de 20 mois. C'est ça.
C'est ça, avec généralement un paiement in fine, intérêt plus capital, intérêt capitalisé. C'est ça notre modèle de référence. Ouais, c'est ça. C'est majoritairement de l'in fine. Oui. Où il y a un petit peu. On fait un peu d'amortissable, mais on en d'amortissable, fait un petit peu aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui en fait. On est équipé pour en faire de manière plus régulière. On en a fait de manière plus régulière. Et je pense qu'on va revenir un peu sur cette thématique-là. Déjà parce que c'est un souhait de l'investisseur. Globalement, c'est intéressant pour lui d'avoir un retour, même aussi petit soit-il, mais avoir un retour mensuel. Et on voit bien que ça fait c'est ce modèle qui a fait le succès de Club Funding, qui est un des acteurs majoritaires, là, dominant en tout cas du domaine de l'immobilier. C'est le seul qui a cette offre-là. Donc on sait qu'il y a un intérêt effectivement à avoir ça. Donc on sait faire. Après le tout, c'est toujours pareil, c'est de reprendre le sujet à partir du développement commercial sur les offres et s'assurer que ça rentre dans le cadre des opérations et des structures financières des sujets qu'on va financer. Oui, il faut que l'opérateur soit en mesure de le faire, en fait, et de le redistribuer régulièrement. Oui, puis qu'on n'aille pas à la pêche de manière systématique tous les mois pour savoir si ou être sûr que la chose est rentrée ou pas. C'est pas très simple à gérer. Ok. Il y a d'autres thématiques qu'on n'a pas abordées, que tu aimerais partager sur cet univers? Écoute, moi sur cet univers, ce que je pourrais partager, c'est que cette industrie-là, elle est balbutiante encore, elle pèse pas grand-chose, je crois qu'elle fait 1 milliard, tout compris depuis la création de la réglementation depuis 2014, tout confondu. Dans ce milliard-là, tu as 70% maintenant, c'est du financement immobilier en emprunt obligataire, donc c'est vraiment le trend dominant. Pour moi, c'est le sens de l'histoire, parce que comment dire, les capacités techniques au niveau Internet, elles font que dans les prochaines années, là, chacun sera en capacité de pouvoir gérer ses liquidités de manière quasiment autonome, pour moi. C'est quasiment sûr. En fait, tous les produits existent sur le marché. Ce qui manque autour de ça, c'est en fait des comparateurs, des agrégateurs, des choses pour comprendre. Et puis toute la partie éducative que tu fais là au travers du podcast qu'on prépare, donc, et comment on explique un citoyen X comment il doit faire, comment il peut faire ses placements, quelles sont les meilleures options. Donc tout ça, ça va continuer à se structurer pour moi sur Internet. Donc cette autonomie, elle va être complète là, dans quelques années pour tout le monde. Et pour que cette autonomie marche, en fait, on aura besoin d'un outil techno comme ce qu'on a nous, en fait, ce qu'on a développé. C'est ce que je considère comme étant un des principaux actifs de WeSeed. On a une techno qui permet de gérer des investissements effectivement à partir de 100 €, mais en les rendant rentables. On ne travaille pas à perte, et donc on a optimisé en fait toute la structure de informatique qui permet de faire ça en fait. Vraiment, et ça c'est un outil central pour demain, pour moi. Et puis au-delà de ça, je crois que tout le monde a besoin de se réinvestir un peu les actifs dans lesquels il souhaite placer des fonds. Ça, c'est le deuxième aspect. Et il n'y a que le financement participatif qui permet de faire ça, de bien comprendre et pouvoir rentrer dans un domaine et investir dans un domaine sans être un spécialiste du domaine. Et ça, c'est quand même génial. C'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Donc, c'est le vrai sens de l'histoire. Et puis là, on a parlé d'equity, donc des entreprises en early stage. On a parlé d'immobilier. Et on a parlé d'immobilier au sens opération immobilière, promotion, marchand. Mais on n'a pas parlé, par exemple, de l'asset immobilier. Immobilier patrimonial, par exemple, ou de rendement. Voilà. Pourquoi je pourrais pas acheter un actif immobilier avec, j'en sais rien, 600 autres personnes, là, et que on gère ou on délègue la gestion à des acteurs qui savent le faire, et puis tout ça nous sert du rendement, et on a un actif sur lequel on est propriétaire, et puis même si je pousse un peu plus loin, on va pouvoir sortir quand on aura envie, parce qu'on pourra travailler les seconds marchés, enfin la capacité effectivement à rendre liquide un investissement. Et cette classe d'actifs là, en tout cas l'asset immobilier, comparativement au crowdfunding immobilier tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est puissance plusieurs milliers. Carrément. En profondeur de marché, c'est énormissime. Et vous allez là-dessus, là, du coup? en fait, ça fait plusieurs années qu'on réfléchit au sujet. On a toujours des problématiques de frottements fiscaux, des problématiques de performance pure côté investisseur, mais tout ça, c'est en train de s'ouvrir. Délégation de la gestion derrière aussi, parce que pour le coup, là, il y a une gestion de locataires, il y a une gestion de ménage, d'entretien. Oui. Après, ça dépend comment on aborde le sujet. Soit on travaille sur de l'immeuble avec du multilocataire, soit on travaille en individuel ou en quasi-individuel.
comme du co-living par exemple. Le co-living il permet de rendre performant un investissement, un actif comme ça immobilier, parce que classique, hein, tu loues un appart avec trois chambres, je sais pas, tu vas le louer 1 000 € si tu as une seule famille qui est dedans. Par contre, si tu le loues à 3 tiers en mode co-living, tu seras un peu plus cher, donc tu génères un rendement qui est intéressant et du coup avec l'effacement fiscal, là ça devient rentable. Malgré tout, ça devient rentable. Tu peux tourner entre 6 et 8 en rendement global. Ce qui te permet du coup de te payer une gestion, de déléguer pas mal de choses, quoi. Ouais. Et ça, c'est l'avenir. Ça fait partie des lignes d'avenir, effectivement, dans notre domaine. C'est intéressant. Effectivement, il y a déjà des acteurs sur le sujet. Je pense à Baltis Capital, par exemple, qui fait ça. Il y en a quelques-uns. Mais ils sont, mais ils sont tout petits. D'ailleurs, Baltis, ça reste anecdotique. Le projet, il y a quelques projets, mais je crois qu'il y en a une quarantaine. Donc, mais intéressant. Super de savoir ça, en tout cas, que vous allez sur ce marché qui est effectivement sans commune mesure, peut-être avec l'equity qui reste aujourd'hui peut-être un peu plus anecdotique sur la masse, hein, je parle. Ouais, sur la masse, ça pèse pas. C'est excitant parce qu'on a toujours affaire à des produits ou services qui sont intéressants et des gens qui sont intéressants, qui ont une forte culture en général. Et ça, c'est chouette, mais il n'empêche qu'en matière d'investissement, faut vraiment l'aborder de manière différente, quoi. Ok. Si on veut entrer en contact avec toi, Nicolas, ou avec WeSeed, en tant qu'investisseur ou en tant que porteur de projet, comment on peut te joindre ? Directement en appelant WeSeed. Après, je suis présent sur LinkedIn, sur quelques réseaux. Et dans la mesure de mes disponibilités, j'essaierai de te répondre avec grand plaisir, en tout cas. Ouais. Bon, ça marche. On s'est connecté comme ça, non ? Tu m'as appelé, je sais plus où tu m'as envoyé un mail, je pense. Un mail. Voilà. J'ai hacké ton mail, je crois. Voilà, ça marche aussi. C'est ça, quand on est un peu dans le digital, on arrive à hacker des trucs. Mais merci beaucoup, Nicolas. C'était hyper enrichissant, je trouve, comme sujet. On a balayé, on pourrait faire 1 heure de plus sans problème sur le sujet. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a enrichi en tout cas vos connaissances autant qu'elles ont enrichi les miennes, parce que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Allez faire un tour sur la plateforme WeSeed, donc c'est weseed.com ou exact. .com, ouais. Parce qu'en fait moi je l'ai direct, je tape WI et ça s'affiche direct, donc voilà. Je vais checker souvent mes trucs, et puis il y a une paperasse aussi comptable à faire, hein, quand tu investis en tant que personne morale, t'as toujours faut aller récupérer tes petites attestations pour le comptable. Et puis refaire tes virements aussi de temps en temps pour récupérer un peu de cash quand même. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est super bien fait, belle plateforme, donc je vous invite à y aller, weseed.com. Je vous invite à partager cet épisode s'il vous a plu, et puis aussi pour le partager au plus grand nombre, parce que c'est vraiment un sujet intéressant qui en est qu'au balbutiement, comme nous le disait Nicolas. Donc il y a beaucoup d'avenir sur ce sujet-là, avec des rendements qui pour le coup sont quand même très intéressant. On parle de 9-10% sur un placement qui est pour le coup peut-être moins risqué que d'autres placements qui peuvent rémunérer autant. Donc à voir, même si je suis pas là, en tout cas Nicolas peut le faire, mais pas moi à donner des conseils d'investissement, mais vous aurez eu en tout cas la vision de Nicolas et la mienne. Notez le podcast sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aidera beaucoup aussi à avoir des invités aussi riches que Nicolas. Et je vous dis à très bientôt. Merci Julien. Ciao, merci Nicolas. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.